Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Outre-mer que vous aimez tant, le panel où nous sommes en dehors de nos frontières via l'application mobile Blue OTT international en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que votre émission Le Panel. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par les dialogues en pleine gestation. On se pose des questions sur la confiance de la médiation. Qui est censé nécessairement jouer à la médiation entre la République démocratique du Congo et les protagonistes du M23 AFC ou bien les politiques frustrés? On s'est dit, ça fait partie des élémentaires qui forment les croquis ici au pays. Au-delà de ça, on attendait l'unanimité au sein des confessions religieuses, alors que lors de son investiture, les représentants légaux de l'église du FV au Congo a posé la base. S'est-il adressé indirectement à la Senko qui tient mordicus à un format du dialogue rejeté par les pouvoirs en place? Ce sont des questions et Jiba s'est prononcé juste lors de son investiture. Main entre politique, Martin Fayoulou, après la messe, alors quelque chose s'est déroulé à ce qu'il était agressé, son cortège a été caillassé d'après ses explications, ainsi son porte-parole de la coalition Lamouka, Prince Sepenge a été aussi agressé, alors que petit à petit, on accusait quelque part l'attachement de Martin Fayoulou à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La roue continue à tourner, mesdames et messieurs. Ce sont des questions issues sur la table. Grand débat républicain. Vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer. Vous pouvez nous interrompre à tout moment parce que le panel, c'est pour le peuple. Et surtout ici, nous mettons l'accent sur la science parce que la matière ressort de là. Voilà. Pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau les deux invités que vous connaissez très bien. D'ailleurs, ils sont habitués, mais l'un de nous s'est fait rare à cause des occupations scientifiques. Lui, c'est monsieur Mbouta Manza, porte-parole du parti Bisso Peuple, chef des travaux. Merci d'avoir répondu présent après au moins 2 ans d'absence. Merci quand même. Ça fait un bout de temps vraiment et merci d'avoir pensé à nous encore. Vous l'avez bien souligné. Et suite aux occupations scientifiques, vous savez, et lorsque vous êtes nommé assistant, ce n'est qu'une opportunité qu'on vous offre, n'est-ce pas, et pour aller jusqu'à soutenir sa thèse. C'est dit à cette... Merci, aussi le plaisir est partagé. Notamment, vous le connaissez déjà, vous m'avez anticipé, les doyens grandis. Lui est déjà connu sur la toile parce que on s'est dit, c'est du bonnet blanc, il est de l'union sacrée, on ne sait pas sa couleur politique. Moi, je dirais qu'il est analyste politique. Merci une fois de plus d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir corrigé. Je suis analyste politique, juriste proche du pouvoir. Proche de la République démocratique du Congo. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est bien, je soutiens. Et ce qui n'est pas net, j'essaye de critiquer en proposant des solutions de rechange. Donc, c'est beaucoup plus être un vrai patriote sans parti pris. Parce que le pays avance comme ça. Merci beaucoup. Alors, c'était vous êtes du pouvoir, je pense, c'est ça. Bien entendu, les acteurs impliqués dans ce secteur, il y a le gouverneur de la banque, le ministre des Finances, il y a celui des budgets, qui ont fait une sortie, n'est-ce pas, médiatique ensemble pour expliquer ces petits retards. Je vous informe ici que ce n'est pas que les fonctionnaires n'ont pas encore touché, mais il y a des métiers sensibles tels que les militaires, les enseignants de l'école primaire et d'autres corps qui avaient déjà touché leur argent depuis, n'est-ce pas, 2 semaines passées. Et la paye continue. Et nous pouvons ici rassurer les fonctionnaires dont je fais partie parce que moi aussi j'attends être payé au niveau de l'ICI. On m'a payé en tant qu'assistant. Ce travail-là a pris du temps, c'est ce qui a fait ces petits retards. Mais je l'estime bien et faisant confiance à ce que, n'est-ce pas, et le ministre des Finances a dit sur la toile, tout le monde aura son salaire au courant de cette semaine. Bon, ça sont des promesses, mais ça c'est un débat scientifique. Bien évidemment, vous avez suivi les pasteurs Godin Poui en ont déjà parlé à maintes reprises.
que l'effet de vouloir toujours injecter de l'argent sur les marchés risquerait un jour de nous bloquer. Est-ce que c'est pas ça les systèmes qui nous ramènent aujourd'hui à cette impasse? Je ne pense pas que ça soit ça vraiment les non, mais systèmes. c'est un expert. Mais nous écoutons plus c'est les experts. Un expert qui en parle. Nous le sommes tous aussi, et c'est pas que la voix ou les propos, je peux dire les analyses d'un expert ne sont pas, n'est-ce pas, un alléluia ou amen. Ça peut ou ne pas marcher. Ce qui est arrivé, je l'ai dit, les pouvoirs ou le gouvernement n'a pas manqué les moyens pour payer les fonctionnaires, selon les propos du professeur Godin Poï, que je salue ici. Mais le retard est venu du fait que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut corriger, il faut suivre les mécanisations. Il faut corriger certains cas des agents qui ont, n'est-ce pas, bénéficié d'une promotion. C'est dit à toutes ces manœuvres-là, et c'est pourquoi nous avons connu ces petits retards dans les paiements, je l'insiste, et je le confirme que au courant de cette semaine, tout fonctionnaire aura bel et bien son compte crédité. Très bien. Alors, dans Ngandi, il a fallu un montant de 70 millions de dollars américains. Ça fait mal, ça fait rire de voir qu'on doit utiliser les investisseurs locaux qui doivent emprunter à un État comme la RDC un petit montant estimé à 70 millions de dollars américains. Oui, bien sûr, les efforts de guerre. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire un rétropédalage aussi longtemps que les montants, les nombres estimés du budget varient au-delà des entendements du peuple congolais? Est-ce que vous ne pensez pas que ça soit une forme des idées qui ne correspondent pas peut-être à la réalité du peuple congolais et que l'État se retrouve un jour, d'ailleurs c'est à ces jours que l'État se retrouve face à ces dilemmes? Que l'État s'endette à l'extérieur, c'est une bonne chose. La plupart des États développés, les États-Unis d'Amérique, la France s'endettent. Mais dans notre cas, nous avons un problème grave. On a un problème de gouvernance. Un État, l'administration doit être gérée comme on gère une entreprise. Mais quand on sait que dans notre État, le personnel, du moins, prend une part importante du budget national, plus de 60%, une entreprise privée le ferait, il mettrait les clés sous le paillasson. Mais à cette allure-là, à force de répéter ce genre d'ajustement, on est parti de 4 milliards à 20 milliards, voire même plus. Quand il y avait 4 milliards, les gens étaient rémunérés. C'est déjà fictif, hein, et on se pose des questions. Oui, puisque quand il y avait 4 milliards, il y avait des paiements en temps et en heure. On arrive à 20 milliards, ça pose un problème. Quand je vois les arguments du ministre en disant c'est l'effort de guerre, dans le budget, il est prévu et les nouvelles mécanisations, parce que là aussi, on a souligné cette question. C'est gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Si les entreprises, puisqu'ils embauchent de nouveaux salariés, doivent payer les autres, les anciens en retard, mais ça ne tient pas debout. D'ailleurs, c'est ça. Il a fait l'économie. C'est ça l'importance mais du ça pose ministère un de problème, budget, hein. Un débat dans ce sens-là. Le seul économiste qui a dit vrai, qui a bien analysé les choses, c'est Godin Poï. Ni le gouverneur, ni le ministre du budget, encore moins les ministres des Finances, ne peuvent le contredire. Ce qu'ils ont fait, ça se fait sur le plan économique aussi. Mais il fallait pendant tout ce temps-là essayer de renforcer le développement de l'agriculture pour pouvoir réduire nos importations s'élèvent à près de 3 milliards. Si au moins on réduisait même de moitié les importations, il y aurait une compensation par rapport au budget de l'État. Au lieu de sortir toujours l'argent à l'extérieur, des devises à l'extérieur, etc. Ça, ils ne l'ont pas fait. Le ministre de l'économie ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il faut revoir de fond en comble la gestion de notre administration, de notre gouvernement. Ça pose un problème. C'est une faute de gestion. Une entreprise qui n'arrive pas à payer ses salariés, ça pose un problème. Mais un État qui n'arrive pas à payer ses administrateurs, c'est du moins les fonctionnaires, c'est un État bancal. C'est une administration qui tient pas debout. Alors, les argumentaires ou les arguments donnés par le ministre ou, comme mon collègue en face, M. Mbouta, ne tiennent pas debout sur le plan économique. On peut rentrer dans les détails, démontrer que
l'État est en faillite, il y a pléthore du personnel. C'est-à-dire, il y a un personnel beaucoup plus important qu'on en a besoin. À l'heure de la numérisation, à l'heure de l'intelligence artificielle. On a simplifié beaucoup de choses. On n'a rien simplifié. On est à 1 million, on est à 1 million 500 000 fonctionnaires. Pour rien. Pour aller chercher le passeport, il faut quitter Bandal ou Kinsenso, aller en ville. Alors qu'on peut avoir des passeports dans nos communes. On repousse un peu l'analyse. Est-ce que, M. Mbouta, vous ne voyez pas que quand on parle des grands investisseurs et des grands partenariats aujourd'hui au monde, nécessairement on a besoin de la fiabilité, de la sérieuxité dans la faisabilité des choses. Aujourd'hui, le Congo a beaucoup plus besoin de ces partenariats économique entre Washington, New York et les États-Unis et la RDC, mais déjà sur le plan moral et éthique, vous voyez que ça risquerait de poser problème un jour, que ces gens-là aussi pose déjà problème. La mégestion en bas son plein. Je ne pense pas que ça soit le cas. Si vous avez suivi les doyens au départ, il a bien commencé pour dire, même les plus grands pays au monde, des pays puissants au monde, ils ont des dettes. Aucun pays, sur cette terre des hommes, ne peut, n'est-ce pas, s'épargner de cet aspect. Le vrai problème, je peux comprendre les doyens que on emprunte l'argent quelque part et pour ne pas les orienter de manière, n'est-ce pas, orthodoxe. Mais dans les cas échéants, je ne pense pas que cet argent a été jeté comme ça, sans, n'est-ce pas, orienter. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure, la RDC n'est pas un pays en faillite, c'est que vous pouvez dire, doyen. Et aussi, je voudrais vous dire, je l'ai dit, et s'il faut me répéter, les fonctionnaires, c'est tous ceux qui sont dans les secteurs sensibles, ont déjà touché leur salaire. Pour doser, ce qui reste, pour doser la tension. Parce qu'on sait que c'est là, quand ils se mettent sur le terrain, il y a un chamboulement. Ce n'était pas pour doser la tension, ça a été toujours comme ça. On commence toujours avec les hommes en uniforme, les enseignants de l'école primaire, et on monte et graduellement et dans mauvaise méthode. C'est pas une mauvaise méthode, doyen. C'est vraiment, ça a été toujours comme ça. On dit que on ne peut changer que l'équipe qui échoue, mais l'équipe qui gagne, nous ne pouvons que la garder. Et la méthodologie, la méthodologie, le mammouth. La méthodologie jusque-là paye bien, et le ministre des Finances a rassuré. En principe, c'est moi qui devrais se plaindre parce que je fais partie de ces fonctionnaires. Je fais confiance à mon gouvernement. Je sais que au courant de cette semaine, je vais, n'est-ce pas, toucher les salaires. Par rapport à la crédibilité, et chers journalistes, aujourd'hui, le Congo, mon pays, est en train, n'est-ce pas, de subir une augmentation en termes de crédibilité sur tous les plans. Parce que les États-Unis, vous l'avez, n'est-ce pas, pris comme exemple, n'est pas un pays qui se laisse, n'est-ce pas, signer les accords avec n'importe quel pays. Si vous avez vu Donald Trump, n'est-ce pas, dire du haut de sa tribune que les entreprises américaines vont descendre au Congo, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, investir, cela suppose, et c'est pas une supposition, c'est une vérité, que le Congo est crédible. Nous pouvons en faire confiance en tant que fils du pays. C'est la voie de notre, n'est-ce pas, intérêt. Je ne pense pas que nous pouvons rester là, dans des plateaux de télé, en train de vendre une mauvaise image de notre pays. Les doyens nous disent... Non, on peut analyser, pour mettre les garde-fous. Oui, nous analysons. Il dit, la seule personne qui a bien analysé, c'est Godin Poy, je ne pense pas. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, M. Godin Poy, c'est maître, je le respecte beaucoup, nous pouvons dire qu'il est un bon prédicateur de la bonne gouvernance? Je ne pense pas. Parce qu'il a été, il y a pas longtemps, à la tête de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Je n'ai pas vu son apport à côté de Ngobila pour bien gérer. Il était là dans des querelles, n'est-ce pas, et je dirais personnelles, pour se positionner, très bien, pour chercher comment avoir son gain. Mais c'est pas pour gérer, n'est-ce pas, donner des propositions concrètes pour gérer la ville-province de Kinshasa. Très bien. Faites confiance au gouvernement, et nous sommes à l'ère du numérique, oui, je vais bien. Vous allez me dire, doyen, que pour enseigner, n'est-ce pas, les étudiants, vous allez limiter le nombre de fonctionnaires. Je ne pense pas. Aussi. Je ne pense pas. Vous voulez parler peut-être des cours en ligne, mais cela ne suffit pas.
il y a des matières, il y a des matières telles que les sciences de la nature, la chimie, qui demandent l'expérimentation, qui nécessitent, n'est-ce pas, le laboratoire qui n'est pas de matériel, quelle expérimentation? Ce contact de l'apprenant et l'enseignant. Nous voulons bien, et actuellement, doyen, comme se le dit, notre administration est numérisée. Peut-être que vous êtes en retard, allez vous informer. Très bien. Et vous allez les constater. Doyen. Alors, vous faites une réaction avant qu'on prenne les tout premiers dossiers de l'actualité. Moi, j'ai dit crédibilité du gouvernement. Il faut pas être turiféraire, c'est-à-dire flatteur. Moi, j'ai dit, même dans le deal des États-Unis, République démocratique du Congo, on a pointé des choses qu'il faudra voir ou revoir, notamment la gouvernance. Quand on dit de revoir la gouvernance, c'est qu'il y a un problème. Même le président le sait, qu'il y a un problème de gouvernance, il faut changer des méthodes de travail, il faut changer la vision du pays dans le sens pratique. Je vous donne un exemple concret. Aux États-Unis, qui est un grand pays, quand tu regardes le nombre de la population américaine, plus de 300 millions d'habitants. Quand tu regardes le gouvernement Trump, on appelle ça administration Trump, il y a moins de 20 ministres. Nous avons moins de 20 ministres. Un pays développé. Un pays développé. Tu regardes la France, il y a une vingtaine, là où il y a plus de ministres, c'est en France, une vingtaine de ministres et une dizaine de secrétaires d'État. Quand vous allez dans les pays scandinaves, ils sont à moins de 20 ministres également. Le seul pays qui est champion du monde au niveau pléthore des administrés, des citoyens qui sont dans l'administration. Et la prolifération est continuelle. Mais ça pose un problème. Demain, vous irez voir un ministre américain, notamment au niveau de l'économie. Vous irez voir celui qui est du trésor, tout ça, qui embrasse tout. Ici, en économie, vous allez avoir le ministre de l'économie, le ministre des finances, le ministre du budget, etc. Ils servent à rien tout ça. On doit essayer à l'époque des Camérés, c'était fusionné, si je ne m'abuse. Non, même là, on a toujours eu pléthore des membres du gouvernement. La seule période où il y a eu moins de ministres, c'était à l'indépendance, il y avait une trentaine de ministres. Alors qu'on venait de sortir de la colonisation, qui a géré ce pays? C'est un seul ministre des colonies, c'est un seul gouverneur général, qui est secondé par 6 gouverneurs, et au niveau de ce qu'on peut appeler l'équivalent des ministères, il y avait 10 directions générales. Les 10 directions générales ont géré ce pays pour l'essentiel des routes et des bâtiments que nous avons trouvés à l'indépendance. C'est une petite équipe qui a géré ce pays. Quand tu regardes même la ville de Kinshasa qui a du mal aujourd'hui à s'en sortir, à l'époque, avant la gouvernance actuelle, il y a 20 ans, etc. Je vais terminer là. On avait un gouverneur qui était politique. Il y avait un directeur urbain, avec des directions, voirie, ceci, cela. Ils ont géré, cette ville plus facilement que là où il y a le Parlement aujourd'hui. Il y a l'Assemblée, il y a des ministres, des députés, etc. Ça pose un problème. Il faut revoir la composition de notre gouvernement, qu'il faut revoir l'administration qui est la colonne vertébrale de l'État. Si on gouverne le pays tel qu'il est aujourd'hui, demain on aura des problèmes. Pas seulement par rapport au deal avec les Américains, même nous-mêmes, on continuera à nous sous-développer, pas nous développer, nous sous-développer. Puisqu'on est en train de nous sous-développer, c'est ça le terme. On n'avance pas, on recule. Très bien. Ça pose un problème. Merci beaucoup. On va prendre ces dossiers du dialogue. Je sais que ça laisse entendre beaucoup d'argumentaires, mais là, on va parler quand même en termes de crédibilité, qu'on a dit, et puis de confiance entre partenaires, soit nationaux ou internationaux. Ici, nous parlons de Ndayishimiye qui prend les règnes de l'Union africaine. Alors, c'est parmi les plus proches de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, on a interprété sur l'absence de Paul Kagame. Est-ce que ce n'est pas pour Félix une manière de gagner les terrains du fait que sur le plan international, un allié de taille comme Ndayishimiye prendre l'Union africaine, est-ce que l'Angola servira encore à quelque chose? Vous avez les temps, doyen. L'Union africaine, parlons-en, c'est une coquille vide. L'Union africaine ne fonctionne que grâce aux États-Unis et à l'Union européenne. C'est les silos correcteurs de la médiation. Non. J'ai dit que pour son existence matérielle et financière, l'Union africaine dépend de l'Europe et des États-Unis. Non, l'Union africaine, c'est une coquille vide, il faut le savoir.
On a eu ce conflit-là pendant 30 ans. Est-ce que vous avez vu l'Union africaine lever son doigt? Non, il vient maintenant à la fin pour être la queue. Si on a fait appel à l'Union africaine, c'est juste simplement sur le plan de l'apparat pour dire que les Africains eux-mêmes prennent en charge leur situation. Ndayishimiye, sur le plan moral, oui, c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo, mais ça va amener quoi? Rien du tout. Ça va plutôt amplifier la vision de Ndayishimiye, qui est la même vision que Tshisekedi, sur le plan de la situation difficile que nous connaissons au niveau de l'Est de la République. Oui, ce sera simplement sur le plan diplomatique. Il y aura une visibilité, il y aura une pression morale. Pas d'influence sur les attentes. Non, quelle attente? Sur le plan militaire, on attend plutôt la résolution 2773. Et surtout, on vient de le rappeler, et la presse n'en parle pas beaucoup, c'est la résolution la plus importante, 2808, qui oblige les Nations Unies de mettre en place une force, pas une force d'interposition, une force réelle qui va mettre fin aux hostilités qu'il y a au niveau de l'Est. Très bien. Moi, j'ai dit Ndayishimiye, oui, mais Ndayishimiye, ce sera sur le plan... Il y a que de la forme. Ouais, de la forme. Alors, c'était parce que là, les dossiers, c'est l'Angola. D'abord, l'Angola avait jeté l'éponge parce que l'Angola cherchait à prendre le règne de l'Union africaine. Et vers la fin du mandat de Lourenço, il prend encore à bras-le-corps la situation de la RDC. Oui, c'est bien, mais vous ne voyez pas que l'Angola ne servirait plus à rien du fait qu'un allié de taille comme Ndayishimiye prenne les règnes de l'Union africaine. Est-ce que c'est là, petit à petit, garantie Tshisekedi? Oui, mais est-ce que ça ne risque pas de créer une diversion alors que les alliés entre et déjà Ndayishimiye pose problème face à Kagame qui est les protagonistes? Je voudrais aller dans le même sens que les doyens. Et pour s'attendre à quelque chose chez nous au Congo, il faut voir d'abord le poids de l'organisation en soi. Et aussi ces rapprochements-là du président Évariste Ndayishimiye et le président de la République. Et de l'autre côté, nous ne pouvons pas directement dire que, n'est-ce pas, l'Angola se retrouve dans une position où il ne peut plus servir. Non, je dis non. Parce que l'Angola connaît très bien, n'est-ce pas, la situation depuis que nous avons commencé à chercher la paix de l'autre côté. Sur le plan diplomatique, oui, je le veux bien et nous pouvons bénéficier de cette visibilité. Et aussi, celui qui, n'est-ce pas, qui dirige actuellement l'Union africaine peut chercher à s'appuyer du côté de la RDC. Mais il faut noter une chose. Il ne sera pas le même à prendre des décisions d'engager une action X ou Y sur l'Est de la RDC. Il a ses pairs avec qui il dirige, n'est-ce pas, l'organisation. Et là aussi, pire encore, comme le disait Doyen tantôt, mais cette organisation aujourd'hui, si nous pouvons révéler beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des réunions qui se tiennent de l'autre côté, mais nous sommes suivis en direct en Chine et même aux États-Unis. C'est ça aussi. On ne sent pas ce sens-là de l'unanimité entre Africains, confiance. Il y a déjà un problème. Vous l'avez dit. De l'autre côté, il y a Paul Kagame qui est, n'est-ce pas, l'un des acteurs majeurs par rapport à la crise à l'est du pays. Il n'était pas là. Et lui, d'ailleurs, avec le président burundais, ils ne sont pas en bon terme. Donc, il y aura déjà un problème. C'est vrai, nous pouvons compter sur, n'est-ce pas, je dirais la bonne foi du président burundais pour résoudre ces problèmes à l'est du pays. Mais il est entouré, n'est-ce pas, d'autres chefs d'État qui ne sont pas sincères avec les pays. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que la paix ou la solution à l'est du pays ne viendra pas de toutes ces organisations, que ce soit régionales ou africaines, mais c'est de nous-mêmes en tant que Congolais. Ça, votre concert journaliste et belge là, et son nom m'échappe, et ça va venir. Et elle a toujours dit ça dans les médias, que le Congo n'a pas des amis. Le Congo a plus des ennemis. Donc, nous devons... Bachmann, collègue Bachmann. Voilà, c'est bien, merci, doyen. Et c'est bien. Donc,
nous devons s'organiser en interne. Cette crise a plus de 30 ans. Chers journalistes, un enfant de 30 à 35 ans, c'est déjà, d'ailleurs, c'est pas un enfant, hein. Un monsieur de 30 ans, c'était déjà un grand monsieur, responsable qui travaille comme quelque part avec sa famille. Quelque part, nous n'avons pas, n'est-ce pas, cerné ces problèmes. Nous n'avons pas organisé et bien réfléchi autour de ces dossiers pour chercher des solutions. Nous devons faire ce que d'autres pays font, n'est-ce pas, pour chercher des solutions à leurs problèmes. Organisons l'armée, travaillons sur l'économie, la diplomatie, n'est-ce pas, quand je parle de l'armée, c'est tout ce qui va avec les renseignements et tout consort. Et c'est cette manière-là que nous pouvons compter et, n'est-ce pas, résoudre les problèmes à l'Est. Nous devons d'abord se faire fort. Même si nous aurons le soutien du Burundi, ce soutien à lui seul ne suffit pas. Nous avons vu lorsque, n'est-ce pas, je n'aime pas citer son nom, cet enfant, comme les Quinois disent, moi, Nalibungi, a attaqué de l'autre côté. Le président burundais était obligé, n'est-ce pas, de fermer ses frontières pour se protéger. C'est bien bon, il est là. Il manifeste une bonne foi envers nous. Il est véridique envers le président Félix. Vraiment, c'est son allié. Mais cela ne suffit pas. Nous devons plus travailler en interne pour chercher à résoudre de manière totale ces problèmes de l'insécurité. Je ramasse quelque chose, je reste encore avec vous, parce que vous avez cité la Belgique. Vous avez suivi, dans ces partenariats RD Congo, États-Unis, la Belgique a sauté premier pour dire qu'il y a des réclamations que Washington a oublié. La Belgique a quand même, sur le plan cartographique, a des réserves, bon, pas des réserves quelque part, mais apparemment il y a des accointances qu'on ne sait pas du tout dire clairement. Est-ce que le Congo a-t-il offert tout aux États-Unis, ou bien le Congo a vraiment eu les contours de ces dossiers? Nous avons peur de rentrer dans une colonisation économique sans qu'on les sache, si je peux le dire ainsi. Ces réclamations cachent ce que nous appelons les poids, n'est-ce pas, de l'histoire politique de notre pays. Nous partons de la création de cet État. Nous étions colonisés par les Belges. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous allez en Belgique et vous ayez une discussion avec un ami belge, il vous dira, nos parents, n'est-ce pas, sont venus chez vous pour vous montrer la vie. Nous avons perdu nos parents chez vous là-bas. Donc, quelque part, la Belgique se voit, n'est-ce pas, ces pays-là qui devraient toujours avoir une mainmise sur le Congo. Non, mais on est un pays souverain. La souveraineté n'est pas négociable. On est un pays souverain. L'histoire, on ne l'efface pas, c'est bien. Mais avec l'adaptabilité, la Belgique devra comprendre. Il faut que le Congo s'impose. Le moment que le Congo se présente à une façade pleurnichard, c'est ça. Il profite de ça. C'est pourquoi je suis en train de dire, là, c'est ce que vous réfléchissez de telle façon. Mais c'est pas ce qui est dans la tête d'un Belge. Pour un Belge, je vois que le Congo reste et restera toujours notre affaire. Et je l'ai dit ici, il faut aller, n'est-ce pas, à la conférence, n'est-ce pas, de Berlin, là où on a partagé l'Afrique. C'est là où vous allez comprendre que déjà, la création de l'État congolais était mal partie. C'est pourquoi, je suis en train de dire tout à l'heure, je suis en train de réfléchir, n'est-ce pas, sur une nouvelle architecture étatique de notre pays. Et nous allons proposer une nouvelle, n'est-ce pas, mode de gestion. Les doyens est en train de dire, bien que je suis pas d'accord avec lui à 100%, quand il parle de la gouvernance, je suis en train de proposer avec ce que je mène comme recherche, une gouvernance basée sur le fédéralisme. Donc, à partir de là, nous pouvons une gouvernance basée sur le fédéralisme. Donc, vous soutenez la proposition de Nanga aussi, parce que je ne soutiens pas la position de Nanga. Nous devons bien comprendre. D'ailleurs, Nanga n'est pas le premier, n'est-ce pas, à parler du fédéralisme. Sous d'autres cieux, le fédéralisme existe. Vous voulez qu'on quitte d'un État unitaire à un État fédéral, ça ne tient pas les coups. Vous savez, le Congo, depuis son indépendance, nous marchons de l'instabilité à l'instabilité. Je peux dire, le Congo se cherche encore. Le Congo a besoin, n'est-ce pas, d'une fils qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut proposer pour sortir de cette situation? C'était une parenthèse. Nous n'allons pas demeurer dans des dialogues, vous l'avez dit ici, des dialogues, mais nous devons réfléchir pour faire autrement. Donc, je ne soutiens pas le fédéralisme
dans l'idée de Nanga, mais ce que moi je parle, c'est du fédéralisme scientifique qui est vécu sous d'autres sites tels que aux États-Unis, au Canada, chez moi ici au Nigeria, et vous avez vu que le Nigeria, un grand pays, tel que vous le connaissez là, mais avec ces modes de gestion basés sur le fédéralisme, le Nigeria s'en sort pas mal. Pourquoi pas le Congo? Très bien, merci beaucoup. Alors, doyen, la résolution 2773, aujourd'hui c'est quand même un champ quotidien pour tout le monde, pour tous les scientifiques pensent que la meilleure souveraineté sortirait de là, aussi longtemps que tel qu'a dit votre co-débatteur, jusque-là, la même mise de la Belgique, partant de l'histoire, domine un peu petit à petit, bien que le Congo n'en parle pas comme il faut, mais c'est la réalité. Est-ce que cette résolution de 2773 n'est pas juste une forme de dogmatisme qui ne tient pas son coup, alors que la réalité est que le Congo, jusque-là, ne peut pas parler de la souveraineté aussi longtemps que sa carte géographique déjà pose problème, surtout avec la partie orientale. Je ne sais pas pourquoi les élites congolaises, politiques ou intellectuelles, s'arc-boutent ou s'accrochent à des concepts comme la souveraineté. Citez-moi un pays qui est souverain dans le monde. Citez-moi un pays souverain. Quoi? Vous voulez relativiser le concept souveraineté? Ben, je le relativise quand je vois même la France qui a une souveraineté limitée. Quand je vois l'Angleterre a une souveraineté limitée. Même les États-Unis flanchent par moment. C'est un des seuls pays qui peut se dire souverain avec la Russie. Et des fois, les États-Unis flanchent, ils peuvent prendre des décisions souveraines, mais rencontrer en face d'autres États qui remettent en cause leur positionnement. Non, mais les États s'entrelacent, ça c'est une réalité. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a jamais eu de souveraineté. Quelle souveraineté? Quelle est la souveraineté qu'il y a le pays? Quand vous dépendez pour manger de l'extérieur, quand vous dépendez de l'extérieur, puisqu'il y a une maladie quelque part, que l'extérieur vienne secourir. Quand vous dépendez sur le plan militaire de l'extérieur, on dépend de beaucoup de choses. Et vous parlez de souveraineté. Mais on devrait avoir une souveraineté d'abord économique qu'on n'a pas. On est incapable d'organiser notre économie, ne serait-ce que pour avoir planté, développé les légumes, le riz. Pendant la période coloniale, ce pays-ci produisait du riz à Bumba, à Lodja, etc. Aujourd'hui, on importe dans tout le pays asiatique comment on appelle ça, le riz. À l'époque coloniale, on était le premier pays au niveau de tout ce qui est production d'huile et de palmiers. Alors, quelle connotation que vous ressortissez de la résolution 2773? La résolution 2773, c'est pour demander, on parle sur le plan de droit, oui. Sur le plan de droit, on peut dire souveraineté, mais le droit international, c'est quoi? Quand tu regardes de très près. Doyen, ce sont des principes. Vous ne voulez pas accepter la réalité de la résolution 2773? Non, mais ce sont des principes. On comprend, dans l'image simple, il y a un minimum de souveraineté qu'on peut visible, à savoir, le pays doit être administré par notre pays, le Congo, par les autorités congolaises, par les autorités rwandaises ou les rebelles. Là, on peut parler de souveraineté, ça a un sens. Mais la souveraineté globale n'existe pas. On ne peut pas chercher la souveraineté par rapport à la Belgique, par rapport à la France, alors qu'on est incapable de gérer nos territoires. Combien de territoires sont bien gérés? Combien de territoires où il y a la présence de l'administration, le service de sécurité et autres? Mais il y a un problème. Sortons des théories, créons une pensée qui puisse aider ce pays à être bien gouverné. Ce ne sont pas les hommes politiques qui peuvent penser la gouvernance de ce pays par des dialogues. Alors pour vous, c'est quoi? Il faut se recroqueviller au Congo et ne pas penser outre? Non, c'est vous qui parlez de souveraineté. Vous voulez relativiser les concepts. Non. Moi, je suis plutôt Je vous le concède. Non, moi, je suis pour l'ouverture du pays. Vous êtes pour la souveraineté. Non, mais l'article, quand je parle de la souveraineté, moi, je ne dis pas qu'on puisse se recroqueviller, mais je parle de la souveraineté en termes de puissance interne. Ça mais la souveraineté, c'est comme... Bien que les États-Unis négocient, soit en partenariat avec le Japon, ça n'exclut pas que l'Amérique sortons des théories. Regardez la Corée du Sud, regardez Singapour, regardez les pays des Émirats. Ils peuvent parler de souveraineté puisqu'ils l'ont acquis dans le sens de combiner leur effort, leur force avec les Américains qui assurent le parapluie sécuritaire dans leur pays. Ils ont fait un deal pétrole contre ceci et là. Ça s'explique. Mais ici,
on est encore nulle part. Il y a un des nôtres qui nous avait alerté, du moins nos parents ou nos grands-parents à l'époque, Mabika Kalanda, qui avait demandé à ce qu'il y ait une remise en question. Alors, merci. On l'a jamais fait. Et cet État n'a jamais existé puisqu'on a continué avec l'État colonial. On prend les tout derniers dossiers. Prend, merci doyen, merci aussi au CT. Nous prenons les tout derniers dossiers, c'est les discours qui naissent chaque jour quant à la confiance de la médiation en République démocratique du Congo, que ce soit ici à l'interne ou à l'externe. Mais nous prenons d'abord à l'interne parce que nous disons la réalité est endogène. Ça, c'est vrai. Bon, quand vous prenez l'interprétation, les discours du représentant légal de l'Église des Réveils lors de son investiture, alors qu'on a plus réclamé l'unanimité au sein des confessions religieuses, est-ce que vous pensez que actuellement, je commence avec vous, petit à petit, ce n'est pas une manœuvre que crée le pouvoir, pourvu que la Senko soit écartée de son obédience, de sa confiance qu'elle est en train de gagner sur les plans internes ou national, soit international, et que le pouvoir aussi, dans ces manœuvres dilatoires, cherche à tout prix gagner la confiance en indexant les hommes de Dieu à faire des discours qui divisent, qui créent des diversions politiques. Je vous réponds à la question, je voudrais d'abord rebondir à ce qu'a dit ajouter un élément de réflexion à ce qu'a dit le doyen par rapport à la souveraineté, je le comprends. Le doyen est trop pragmatique. Lorsque nous partons sur la scène politique internationale, c'est là où, n'est-ce pas, le concept de souveraineté pose problème. Parce que là, c'est le plus fort qui impose, n'est-ce pas, son veto. C'est ce que nous avons vu avec, n'est-ce pas, lorsque les Américains ont décidé d'aller capturer le président du Venezuela. Là, nous le savons tous que le Venezuela, c'est un pays, un pays souverain, mais les Américains, sur la scène politique internationale, c'est vraiment de la jungle, tel que je le comprends. C'est là où je peux comprendre, n'est-ce pas, la compréhension du doyen du concept de souveraineté sur le plan international. Mais en interne, la souveraineté fait des éléments, n'est-ce pas, qui constituent l'État. Nous ne pouvons pas la nier. Et par rapport à la question, je ne pense pas que le pouvoir peut aller derrière, n'est-ce pas, l'archevêque Évariste Djiba pour chercher, n'est-ce pas, à convaincre les autres. Et d'ailleurs, si vous avez suivi, vous l'avez suivi bien entendu, et c'est un discours non seulement religieux, mais politique et social. Il part d'abord au niveau international pour interpeller la communauté internationale que nous ne voulons plus des promesses vides. Nous ne voulons plus, n'est-ce pas, des promesses non concrétisées. Nous avons besoin du pragmatisme. Venez sur le terrain, proposez-nous comment nous pouvons sortir de cette crise. Il vient sur le plan national. Il appelle, parce que nous le savons tous, inutile de rappeler ici que le Congo c'est un État laïque. Il rappelle à toutes les confessions religieuses de se fédérer autour d'une seule unité pour aider l'État congolais à résoudre ces problèmes de l'Est. Non, vous allez continuer. La posture. Vous voyez, nous prenons un peu la caricature de la Senko. La Senko veut porter une posture un peu indépendante, parce que dans la posture indépendante, on n'a pas à indexer tel camp politique, alors que vous avez comme objectif principal de réconcilier les divergences au sein de la classe politique. Alors que quand vous entendez le discours des Djiba, c'est comme si il faut quand même amadouer les pouvoirs en place et les institutions, et puis voilà, il faut condamner l'agression. Des histoires pareilles, c'est pas ça la posture d'un médiateur quand même. Non. Même s'il faut accuser la Senko d'être des mèches. L'archevêque Djiba se présente comme un fédérateur. Il veut, à ce stade actuel, que tout Congolais de bonne foi, n'est-ce pas, puisse être autour du chef pour chercher des problèmes à l'Est. L'église, la Sénico, c'est l'église catholique, allais-je dire, n'est pas, n'est-ce pas, une confession religieuse supérieure à d'autres. Aujourd'hui, c'est le langage, hein. Alors qu'à l'époque, c'est elle qui était aux côtés de l'UDPS Tshisekedi lors des combats. Non, il y avait tout. Il y avait toutes les confessions religieuses. Ce n'était pas l'église catholique seulement. Et vous pouvez dire peut-être en termes d'initiative. C'était même pas la Senko, c'était des chrétiens. Les chrétiens, voilà. Non, bah oui, mais le socle, c'était la Senko. Vous pouvez aller en termes des initiatives, je peux comprendre. Donc, nous devons, n'est-ce pas, faire comprendre aux évêques de l'église catholique
qu'ils ne sont pas supérieurs aux pasteurs ou à d'autres confessions religieuses. À ce stade, selon la posture de l'archevêque Évariste Djiba, il veut d'abord que toutes les confessions religieuses soient unies et après voir comment aider les politiques congolais pour résoudre les problèmes du Congolais qui a longtemps tardé. Je ne pense pas qu'il peut faire des manœuvres dilatoires du pouvoir pour en arriver là. Si c'était le cas, il n'allait même pas faire appel à d'autres confessions religieuses. Et j'appelle ici, et j'ai fait un appel ici à toutes les confessions religieuses de mon pays de voir l'intérêt général de notre pays. Qu'il évite ces positionnements de gauche ou à droite au moment où nous avons un sérieux problème qui demande l'unité et la cohésion nationale. Alors, vous faites une réaction quant au discours de Djiba. Bon, moi, je ne vais pas garder ma position, mais je pose des questions tout en restant neutre. Djiba, on a senti qu'il y a une fissure entre l'ECC et la Cinco. L'ECC. L'ECC, la Cinco, tout ça, et puis les églises des réveils qui veulent s'interposer petit à petit. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ce n'est pas une méthode du pouvoir que le pouvoir crée pour déstabiliser la confiance qu'on gagne la Cinco sur le plan international. Mais il faut partir déjà du fait que l'Église catholique a un positionnement important au pays par le fait d'avoir eu à être soutenue pendant toute la période coloniale, même après les indépendances. La plupart des écoles catholiques qui existent sur le marché, les 3/4, c'était construit avec le financement de l'État. D'abord colonial, l'État belge, et ensuite de l'État congolais. Ils ont une supériorité par rapport à d'autres églises, puisqu'ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, et ils ont pas mal de structures. Donc, partant de leur organisation. Partant de leur organisation, du soutien de l'État. Et ils ont eu une avance extrême par rapport à d'autres églises. Il y a ça déjà. Mais quand tu compares l'église catholique ici, nos prêtres, par rapport à d'autres églises en Afrique, vous verrez que les autres églises en Afrique interviennent dans la politique ponctuellement. Tandis qu'ici, on dirait qu'il y a une permanence. On dirait que la Cinco est devenue un parti politique. Oh, ben oui. Sauf qu'il n'a pas de candidats aux élections, mais qui intervient sur tout le dossier. Et surtout à partir du moment où on leur a enlevé un peu quelque chose dans la bouche, à savoir avec la gratuité. Là, le combat de base, c'est la gratuité. Et ils avaient plus d'1 milliard 600 millions qui viennent me contredire de revenus liés au Minerval. Des enfants dans les écoles catholiques. Dans les écoles, oui. Et la gratuité, à l'avènement de la gratuité, c'est comme la gratuité a fait qu'ils ont perdu une bonne partie de cet argent-là. Et en plus, ils percevaient plus de 60 millions chaque année des RNCO, des trucs de pétrole ici dans le Congo central. Jusqu'à ce que le pape dise non, il n'est pas au courant de ça. Le gouvernement a cessé de payer ça. C'est un problème personnel, un problème financier entre l'État et l'Église. Ils sont en train d'embobiner les gens pour rien, pour nous ramener au dialogue. Si on rentre dans les choses intérieures de dialogue, mais c'est une mafia qui s'organise pour créer une compromission entre les citoyens congolais. C'est mettre le pouvoir en place en difficulté et faire contrôler encore le pays encore plus amplement par l'étranger. J'ai une question pareille que je pose, c'est surtout vers la fin de l'émission. Ouais. Là, vraiment, ça ne dépend pas d'une obédience à une autre. Alors, parce que nous parlons du croquis de ces dialogues, nous citons par là, nous avons fini l'émission par ces dossiers, nous parlons du croquis des dialogues. Est-ce que vous pouvez nous montrer une disposition constitutionnelle qui donne l'aval à une revendication militaire de prendre part à un dialogue politique dans un pays souverain? Il y a la loi. La loi veut dire celui qui se rebelle, celui qui ne respecte pas les règles du droit et celui qui met en mal une partie du territoire, c'est quelqu'un qu'on arrête. Et quelle est la forme qu'aura les dialogues? Mais il n'y aura pas de dialogue. Ils veulent le dialogue. Extérieurement. Il y a déjà les dialogues à Doha. À Doha, avec ces opposants-là. Mais ils veulent encore revenir pour un autre dialogue. Quelle sera la place du dialogue de Doha par rapport au dialogue du Congo? Pourquoi d'abord aller à Doha?
et vouloir venir encore ici. À Doha, vous avez vu dès l'atterrissage de la représentante de la MONUSCO. C'est pour les efforts du mécanisme de suivi de paix, ainsi de suite. Ça, c'est pas un problème. Mais oui, mais pour l'intégrité ceux qui occupent la partie Est, ce sont les Congolais. Ils sont les Congolais. Non. Ils doivent prendre part aussi au dialogue. Eux cherchent pas quel dialogue. Vous prenez les armes pour le dialogue, c'est pas nouveau. Il y a une trentaine de dialogues. À chaque fois, les gens prennent les armes, ils vont dialoguer. Cette fois-ci, je pense que le président de la République et les citoyens congolais n'accepteront pas qu'il y ait ce genre de dialogue qui va compromettre le devenir de ce pays. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Très bien. Alors, Monsieur Mbouta, nous allons finir par ces dossiers-là. Quand même, on peut ou ne pas les dire ainsi que c'est une manière de légitimer si on acceptait un jour que ceux qui tuent, ceux qui se sont rebellés prennent part à un dialogue inclusif. Ouais. Et ça sera une manière de légitimer la prise d'armes comme une revendication. Ça s'est déjà fait plusieurs fois. Mais au-delà de tout, ce sont des Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un peu dans les vins et comprendre que le dialogue inclusif, que prendre Martin Fayolo, que prendre les autres, il faut que tout le monde se retrouve autour d'une table. Non, juste une parenthèse. Les Fayolo et l'autre prennent des choses qu'il faut pas accepter. Je rappelle juste un point d'histoire. Vous allez finir avec Fayolo, qu'il prenne d'abord passer, c'est une question. Suivre la dernière sortie médiatique de Paul Kagame, vous allez comprendre que les Congolais qui se retrouvent de l'autre côté ont mal agi. Et tout Congolais qui se respecte actuellement n'est pas d'accord pour ce genre, n'est-ce pas, et des dialogues où un fils du pays s'est réveillé ce matin parce que on l'a, n'est-ce pas, demandé les documents d'un carré minier qu'il détenait, faute d'en manquer, et il s'est fait un rebelle. Et ce ne sont pas ces gens comme ça que nous allons accepter pour venir dialoguer avec nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce sont les dignes fils de ces pays qui n'ont pas touché, n'est-ce pas, aux armes et qui ont besoin de la paix à l'est du pays qu'on va mettre autour d'une table. Et là aussi, les Congolais ne veulent plus entendre les formats du dialogue du genre, à la fin, nous aurons un gouvernement, n'est-ce pas, et des larges, il y a des concepts qui sortent pendant ces moments. Et c'est là où vous allez entendre les gens dire, moi, j'ai un poids politique important pour me faire, pour me donner ça. Nous ne voulons pas ça à ce stade. Nous voulons un dialogue qui va mettre autour, n'est-ce pas, du chef de l'État, des élites de ces pays pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin, n'est-ce pas? Pendant que Martin Fayolo se voit agresser, les opposants ne se sentent pas à l'aise dans leur propre nation, vous pensez à un dialogue inclusif? Vous mettez lui dans le feu. Est-ce qu'avons-nous des opposants au vrai sens du mot au Congo? Je ne pense pas. Parce qu'un opposant, c'est pas celui qui marche à longueur de journée en train de citer le nom du président de la République ou quoi que ce soit. Un opposant, c'est celui qui veut s'opposer à la gestion et proposer, n'est-ce pas, une recette contraire. Mais c'est que nous voyons là. Et nous connaissons bien, tel que le disait, n'est-ce pas, le nom, Étienne Tshisekedi, de reste mémoire. Nous connaissons les joueurs, son jeu. Martin Fayulu peut se fabriquer des histoires. J'ai suivi même l'autre là. Si c'est Peng peut se fabriquer des histoires pour se faire, n'est-ce pas, une santé et c'est l'opinion publique. Mais c'est pas une agression telle que, et il peut le dire ou l'inventer. Mais je reviens à la question posée par rapport au dialogue. Nous voulons bien aller au dialogue. Le doyen l'a dit ici. C'est d'ailleurs, c'est plus de 50. Tout ce qui va avec dialogue, concertation, ça et là. C'est plus de 50. Et nous voulons maintenant, pourquoi doit-on aller dialoguer? Et qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre? Ça sera le tout dernier pour ne pas dire que nous partons là-bas pour se partager le pouvoir. C'est un ami qui me faisait rire à cet avant-midi. Je lui dis, j'ai une émission tout à l'heure et l'ingénieur Baudrine Zita qui me suit dès son bureau à la Régie des Eaux. Je lui dis, mon cher ami, je ne pars pas débattre pour un dialogue qui doit m'amener au pouvoir, mais je veux un dialogue dans un format qui va résoudre réellement les problèmes de ces pays. Sous d'autres choses, je le disais tantôt, il y a des laboratoires, il y a des scientifiques. Qu'est-ce que tu sais qu'il fera? Il y a des scientifiques. Sur le plan politique, la situation s'aggrave. Il fera quoi? Il y a des scientifiques, il y a des laboratoires de scientifiques qui réfléchissent. Quelle serait la RDC dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Très bien. Quelle serait l'éducation des Congolais? Quel type de Congolais pouvons-nous former?
dans 10, 20 ans pour gérer les enjeux de ces pays au niveau, n'est-ce pas, mondial. Ce sont ce type de dialogue-là que nous voulons autour du chef. C'est pas les dialogues que non, il y a une opposition, il y a quelqu'un qui a touché les armes, il veut. Les problèmes, c'est que vous ne voulez pas accepter l'opposition. C'est là, l'opposition. Je l'ai dit ici, l'opposant, qu'il y ait la pensée unique. L'opposant, au vrai sens du mot au Congo, n'existe pas. Tel que nous l'avons vu, et tel qu'au Sénégal. Une conclusion. Il y a quand même une petite opposition, genre Mukwege, une opposition intelligente. Parce qu'il a proposé que les dialogues soient il sait nuancer les choses, il sait bien réfléchir. Comment est-ce que ce serait le premier État au monde où un État qui est en conflit, qui est occupé, au lieu de bouter dehors l'ennemi, donc le Rwandais en l'occurrence, nous on va se mettre à dialoguer pendant ce temps-là, on occupe notre territoire ou nos territoires. Ça pose un problème. Je voulais revenir sur la Mouka. Oui, mais c'est ça, le pouvoir a agressé. Oui, pas côté agressé. Sur un point grave que le Congolais néglige. Le patron de la Mouka, quand il était candidat au présidentiel en 2018, il disait qu'il va gérer le pays pendant 2 ans et puis organiser d'autres élections. Donc, il y avait déjà un plan de balkanisation, même avec lui. C'est-à-dire, à savoir, il reste 2 ans, il donne le pouvoir à Katumbi. Là, vous accusez Martin Fayoulou, qui vient s'expliquer, qui viennent s'expliquer quand même, parce que tu vas aux élections, on dit que les élections, c'est pour élire un président pendant 5 ans. Pourquoi est-ce que tu resterais pas au pouvoir pendant 5 ans? Tu dis tu resteras 2 ans. Après, tu laisses le pouvoir à qui? C'est une interrogation. Très bien. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres. Merci à nos 2 invités, notamment ici, vous avez M. Moïse Mboutama Banza, porte-parole du parti Bisso Peuple. Il est aussi assistant, chef des travaux. Chef des travaux. Merci aussi au doyen Gandhi, l'habitude de cette émission. Mesdames et messieurs, c'en est fini. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés techniquement parlant. Merci à ceux qui ont géré la caméra. Merci aussi à vous, les téléspectateurs, pour la confiance renouvelée. Nous tenons mordicus à ce que le peuple se sente vraiment servi à la hauteur. Parce qu'on nous dit toujours que, au-delà de tout, on a besoin de créer la forme de l'existence. Si cette existence n'a pas sa forme, alors le reste n'est que tambour battant. Voilà, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir. Bye.